Serigne Mboup, directeur général de la SAR. J'écoute Business Mag avec Kalsomba sur e-radio. Guy Quest, président du Centre africain de veille et d'intelligence économique en abrégé CAVI. J'écoute Business Mag sur la 90.3 avec Oumou Kalsumba. Demba Seydi, coordinateur régional Afrique de l'Ouest francophone de Publier ce que vous payez. J'écoute Business Mag sur la 90.3 avec Oumou Kalsumba. Bokarsi, directeur général de la BHS et président de la PBF. J'écoute Business Mag sur e-radio avec Oumou Kalsumba sur la 90.3. Abdoulaziz Sy, directeur général Groupe Subdeco Dakar, vice-président de la Chambre américaine de commerce au Sénégal. J'écoute Business Mag sur la 90.3 e-radio avec Oumou Kalsumba. Fatou Morgana Diop, directrice marketing et développement de l'entreprise Carapid Prestige et e-Comfort Sénégal. J'écoute le Business Mag sur e-radio avec Oumou Kalsumba. La pandémie Covid-19 continue de bouleverser l'échiquier économique mondial pour le Sénégal qui enregistre une trentaine de cas. Certains hôtels ferment et remercient leur personnel. Certaines entreprises réagissent et instaurent le télétravail. Les PME et PMI vont-elles résister au phénomène coronavirus? Comment le patronat compte-t-il s'organiser et le rôle de l'État dans tout cela? Autant de points qui seront abordés ce samedi en direct sur e-radio de 11h à midi dans Business Mag avec Mbaye Sylla Khouma, économiste consultant sur les questions de développement. Business Mag, le rendez-vous du pétrole, du gaz et de toute l'actualité économique avec Oumou Kalsumba. Merci de choisir la 90.3 e-radio, la radio d'ici et d'ailleurs. Bienvenue dans votre magazine Éco Business Mag. Business Mag, le rendez-vous du pétrole, du gaz et de toute l'actualité économique d'ici et d'ailleurs. Actualité oblige, nous poursuivons notre série d'émissions consacrée au coronavirus, communément appelé Covid-19. Les conséquences du point de vue économique sont désastreuses. Le monde touché, voilà pourquoi nous allons faire le point de la situation, mais surtout dégager des pistes de solutions pour notre économie. Mbaye Sylla Khouma est là pour en parler. Mbaye Sylla Khouma, économiste expert sur les questions de développement économique. Bienvenue Mbaye et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Oumou, merci, c'est toujours un plaisir de partager le plateau avec vous. Donc c'est moi qui vous remercie de l'invitation. Merci beaucoup. La planète secouée par le coronavirus, une épidémie devenue pandémie, l'échiquier économique mondial bouleversé. À ce jour, je vais faire une mise à jour. On compte 42 cas de coronavirus confirmés. Alors, Mbaye, Covid-19 versus économie sénégalaise. Peut-on y faire face? À l'instar du monde, notre pays n'est pas épargné. Cette crise, en fait, qui est une crise sanitaire avec des conséquences économiques relativement, extrêmement graves, et je dirais même pas relativement, le monde le sent. L'économie réelle, qui est en fait l'économie basée sur le comportement économique des hommes avec H majuscule, par l'achat de biens et de produits, avec transfert d'argent, paiement de salaire. Cette économie, effectivement, est actuellement en souffrance. Cette économie est basée sur le mouvement des personnes et des biens. Donc, si les personnes restent chez elles, il n'y a pas d'activité. Même l'économie financière, la bourse, vous avez vu, elle a plongé. Parce qu'en fait, la bourse est basée sur la confiance. Cette confiance s'est effondrée et beaucoup d'argent, effectivement, sur lesquels beaucoup de personnes avaient misé, ont été perdus en une nuit. Donc le Sénégal, malgré le nombre relativement peu élevé de cas, souffre. Vous avez vu déjà le transport aérien est donc au sol. Les avions sont, donc, comme on dit en anglais, grounded. Les hôtels ferment. La plateforme de Saly, avec 17 hôtels, est en train de fermer. Et hier, j'ai lisé donc, un journal qui parlait donc, du Lamantin Beach, qui met en chômage technique 200 personnes. Effectivement. Le responsable du syndicat donc, de l'hôtellerie est en train d'annoncer des dizaines de milliers de pertes d'emplois potentielles. Ça veut dire effectivement que nous avons une économie actuellement qui est grippée. Cette économie est grippée parce que nous avons un modèle qui est très dépendant de l'étranger en fait. Et quand vous regardez la manière dont nous fonctionnons, en fait, nous achetons presque l'essentiel de ce que nous mangeons dehors. Je vais vous donner quelques chiffres. Allez-y. Nous achetons en 2019, nous avons acheté pour 208 milliards pour acheter du riz. 208 milliards. De francs CFA.
nous avons acheté pour 108 milliards de blé pour faire du pain. Nous avons acheté pour 100 milliards d'huile. Nous avons acheté pour 40 et quelques milliards de fruits et légumes. Nous avons acheté pour une vingtaine de milliards de conserves, c'est-à-dire les pots de tomates. Donc la liste, je peux l'allonger, mais quand je regarde les produits de base sur lesquels... Les denrées de première nécessité. Hors pétrole, nous achetons pour presque 700 milliards de francs CFA. Et si on y ajoute le pétrole, parce que aussi... Mais si vous achetez le pétrole, vous rajoutez au moins 600 milliards dessus. Donc les huiles et le carburant, donc ça, on est entre 400 plus 200, ça fait 600 milliards à rajouter. Donc, mais le total des importations, on est autour de 4000 milliards. Et le déficit de la balance, c'est 2000 milliards. Le problème de l'importation, c'est que chaque fois que vous avez importé un produit, vous avez créé de l'emploi dans le pays dans lequel vous importez. Vous avez consolidé de l'emploi. Vous avez envoyé dans ce pays vos réserves de devises. C'est en cela que l'importation n'est pas bonne. Et nos pays devraient effectivement se concentrer sur tout ce qu'il faut faire pour créer de la valeur, pour, se nourrir, être souverain. Parce que souvent les gens confondent la sécurité alimentaire et la souveraineté. C'est pas pareil. Si vous avez de l'argent pour acheter, vous avez une certaine sécurité. Mais vous allez acheter ce qui existe. Alors que quand vous êtes souverain, vous décidez de ce que vous allez manger parce que vous l'avez avec vous. C'est-à-dire, si vous voulez être souverain en riz, en fonio, en maïs, vous vous assurez que vous avez effectivement ces quantités et vous avez le choix. La souveraineté, c'est le choix. Et si vous vous rappelez la crise de 2008, c'était la crise financière des subprimes. Là, nous vivons une crise sanitaire avec des répercussions économiques. Là-bas, c'était une crise bancaire. Le crédit des banques aux entreprises avait complètement plongé du fait d'un trop plein de crédits qui avait été fait donc, dans l'immobilier qui s'était effondré aux États-Unis et ça a fait effet domino. Les banques ne se faisaient plus confiance, parce que vous savez, chaque banque a une banque. Les banques ne se faisaient plus confiance, ce qui se garantissait ne se garantissait plus. Et après, donc, c'est parti effectivement en vrille et le monde s'est effondré au niveau financier et les investissements des entreprises en ont souffert. Moi, j'étais dans un groupe de téléphonie mobile qui avait payé le prix. Nous venions juste d'être achetés par un autre groupe et avions un plan d'investissement extrêmement ambitieux. Et ce plan d'investissement ne s'est pas réalisé parce que tout simplement, les banques ne voulaient plus mettre de l'argent derrière. Oui, effectivement, ces crises, c'est des crises qui sont des chocs exogènes auxquels vous ne pourrez jamais effectivement faire de prédictions, mais par contre, vous devez avoir des modèles économiques qui sont assez résistants, assez résilients pour que ces chocs puissent être amortis. Et ce n'est pas le cas chez nous. Ce n'est pas le cas chez nous. Par exemple, si on prend l'exemple de la France, en ce moment, il y a le confinement total. L'État a dégagé une enveloppe à recenser les secteurs et les moyens d'accompagnement. Au regard de l'évolution de la situation ici au Sénégal, va-t-on vers un confinement? Si oui, économiquement, que faudrait-il faire? Est-ce qu'on va pouvoir tenir? Ouais. Ce matin, j'en parlais et tout à l'heure, effectivement, nous avons effectivement touché un mot. L'avantage d'un pays comme la France, en fait, c'est que l'économie réelle est très supportée par l'économie numérique. De chez vous, vous pouvez commander un chariot de produits d'une enseigne de distribution, payer avec votre carte de crédit et vous faire livrer, même parfois par un drone. Chez nous, nous sommes dans un pays où, généralement, quand j'entends parler... Quand je me souviens de Gorgorlou et Djek, on parlait de la DQ. La dépense quotidienne. La dépense quotidienne. Ça veut dire que vous avez une grande majorité de la population qui vit au jour le jour. Effectivement. Qui, on les appelle les Gorgorlou, comme moi, par exemple. Moi aussi, j'en suis un là. Depuis que je suis consultant, je suis Gorgorlou. Donc, ces personnes confinées vont faire quoi? C'est des personnes qui, généralement, quittent le matin, vont laver des voitures dans la journée, reviennent le soir avec 1500 francs ou 2000. C'est des personnes qui quittent la maison, qui vont au marché, mettent leurs étals donc, devant les consommateurs et le soir rentrent à la maison avec un tout petit peu d'argent pour assurer cette DQ. Ce confinement, effectivement, si sanitairement n'est pas incontournable, on va y aller. Pas le choix.
mais les conséquences seront socialement et économiquement désastreuses. Et justement, désolé de vous couper la parole, je vous propose d'écouter le ministre de l'économie, Amadou Hott, qui a annoncé un plan de contingence chiffré pour un montant de 64 milliards de francs CFA pour renforcer les capacités du pays à faire face au Covid-19. Oui, ce plan est financé essentiellement par le budget de l'État, d'après lui, et par la contribution des partenaires au développement. Pape Ibrahima Ndiaye. Après les annonces du chef de l'État, Amadou Hott passe à l'action. Le ministre de l'économie, du plan et de la coopération avertit les acteurs économiques que le coronavirus va tourner au ralenti des secteurs clés de l'économie sénégalaise. Mais avec le fonds Force Covid-19, il estime qu'il est possible d'atténuer son impact et son budget dépendra de la mobilisation des uns et des autres, précise Amadou Hott. La taille du fonds que nous voulons mettre en œuvre dépendra des besoins identifiés sur la base des études, des évaluations et des enquêtes conduites par les différentes structures de l'État en collaboration avec les acteurs économiques et nos partenaires. Un autre plan déjà chiffré et en vigueur, c'est le plan de contingence annoncé par le président de la République dès le début des premiers cas confirmés au Covid-19. Pour le moment, il est arrêté à 64 milliards de francs CFA, mais il peut évoluer à tout moment selon le ministre. Avec l'évolution de l'épidémie, un plan de contingence a été élaboré et chiffré pour le moment à 64 milliards de francs CFA pour renforcer les capacités du pays à faire face à la situation. La riposte se prépare au niveau national mais aussi au niveau régional, a martelé Amadou Hott, à l'image de la Banque centrale européenne ou encore de la Banque mondiale. Une mobilisation financière de la BCEAO est attendue. Il y a des mesures que la Banque centrale peut prendre, par exemple pour faciliter la liquidité, élargir peut-être, par exemple, les actifs éligibles au refinancement des banques au niveau de la Banque centrale, et d'autres mesures qui peuvent être envisagées, pourquoi pas aussi relaxer certaines règles prudentielles. Dans les prochaines heures, le ministre de l'économie, du plan et de la coopération va échanger avec le secteur privé. Objectif, décliner une stratégie commune de riposte pour atténuer les impacts négatifs du Covid-19 sur l'économie sénégalaise. Pape Ibrahima Ndiaye, merci infiniment. C'est ma réaction après la sortie du ministre. Oui. J'ai une réaction relativement mitigée. J'ai suivi la conférence de presse parce qu'en fait, je faisais partie des personnes, même sur ma page Facebook, qui réclamaient donc, la sortie de M. Amadou Hott et d'Abdoulaye Daouda Diallo. J'ai été étonné de ne pas les voir tous les deux. Parce qu'en Pourquoi il y a quelqu'un qui gère le coffre-fort, c'est Abdoulaye Daouda Diallo. C'est lui qui sait effectivement ce qu'il y a dans la caisse. Oui. Et il y a celui qui gère effectivement la stratégie économique, qui est Amadou Hott. Les deux sont obligés de fonctionner en binôme. Voilà, donc, mais comme M. Amadou Hott a parlé, je me dis qu'il a parlé pour les deux. J'ai suivi la conférence et j'étais très satisfait. Je l'ai même félicité, donc, parce que comme j'ai réclamé sa sortie, quand il est sorti, j'ai dit bravo. On attendait qu'il sorte. Et quand il est arrivé, il a dit qu'il ne connaît pas encore le montant. C'est ce qu'il a dit sur le plateau. Et le lendemain, j'ai été étonné d'entendre 64 milliards. 64 milliards par rapport à ce que nous avons comme enjeu devant nous. La somme est insuffisante. J'espère que c'est un début. Comme on dit, c'est peut-être la première louchée. Parce qu'il parle déjà d'une intervention possible, donc, et certainement attendue de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, la BCEAO. Mais dans l'urgence, est-ce que pensez-vous qu'avec les 64 milliards, ça va régler partiellement, oui, dans l'urgence, oui. En fait, il y a des secteurs qui sont plus touchés que d'autres. Comme je venais de le dire, le secteur touristique qui contribue à hauteur de 7% du PIB est presque, lui, au sol. On attendait en général tout le temps entre 1,6 million et 2 millions de visiteurs au Sénégal. Cette année, est-ce qu'on en aura 200 000? J'en sais rien du tout. Mais il est évident que cette maladie va laisser des traces sur le plan de la confiance, en fait. Les gens, même quand on va annoncer la fin, comme en Chine, donc de la Covid-19, peut-être que pendant un certain temps, les gens vont se limiter à voyager. Parce qu'en fait, vous savez, il y a une certaine psychose. Quand je suis arrivé, moi qui avais l'habitude de vous faire la bise, je me suis mis à 1,50 m pour dire Boumou, je vous dis bonjour de loin. Donc cette situation, effectivement, risque de perdurer au niveau des mouvements des personnes. Donc le secteur touristique, lui, il est frappé de plein fouet. Et le secteur touristique, c'est une grappe. La grappe commence déjà par les agences de voyage qui ne voient plus personne. Effectivement. Ensuite, vous avez le transport aérien. Vous avez vu les images d'avions vides. Des avions qui prennent 400 planes, 350 à 400 personnes qui sont vides. Les hôtels,
une autre partie de la grappe vide. Les taximens qui transportent les gens, les sociétés de location de véhicules, je vais peut-être demander à mon ami de Hers où est-ce qu'il en est. Certainement que les locations, effectivement, ont été plombées. Donc, la restauration, plombée. N'en parlons pas. La fourniture de produits donc, pour la restauration, donc aussi plombée. Donc, tout ce qui livre donc, les restaurateurs, à savoir la volaille, les fruits, les légumes, aussi plombé. En fait, c'est une chaîne. Quand vous regardez la chaîne de valeur, c'est toute cette grappe-là qui est complètement touchée de plein fouet par Vous avez oublié les petites et moyennes entreprises. Ben, j'allais en venir. Les PME, effectivement, qui sont des PME qui viennent dans cette grappe en tant que sous-traitants et autres, souffrent. Et dans ces PME, vous avez les sociétés de transport. Et la particularité des PME au Sénégal, déjà, elles ont du mal à être viables. Elles ont du mal à être viables. À cela s'ajoute le phénomène Covid-19. Absolument. Comment les accompagner? Et c'est là où j'allais en venir avec donc, l'intervention de M. Roth. C'est 64 milliards. Qu'est-ce qu'on fait? Voilà, la répartition, comment partager ces revenus? Voilà, est-ce qu'on joue sur l'offre ou sur la demande? Ben, si c'est sur l'offre, on va effectivement peut-être subventionner des produits qui vont arriver sur le marché pour que ce soit accessible. Sur la demande, on va peut-être renforcer le pouvoir d'achat des gens. Est-il possible de faire les deux? L'idéal ne serait-il pas de faire les deux? L'idéal, c'est effectivement de faire fonctionner donc, la tenaille. Mais c'est difficile. Nous sommes dans un État, le budget déjà, il était ce qu'il était. Il vient d'être frappé de plein fouet. Moi, je pense, en fait, ce que j'ai dit, et je le défends, cette année-ci, je pense que l'État ne devrait pas se préoccuper des questions de ratio qui nous sont édictées et imposées de 3% de déficit. Non, on ne pourra pas avoir 3% de déficit. On sera au-delà. L'urgence nous impose de changer. Nous impose d'être complètement au-delà. Parce qu'en fait, déjà, les 3% même, aucun économiste ne peut vous dire d'où ça vient. Moi, j'ai entendu ce qu'il avait inventé. J'étais en France dans une émission et ils ont expliqué d'où ça venait, les 3%. C'était juste une décision comme ça, qu'il fallait trouver un ratio, parce qu'un ratio, ça fait joli. Et sur ce ratio, on met combien? Bon, 3% de déficit du PIB, c'est correct, c'est OK. Et ils ont fourni ces documents au président Feu François Mitterrand qui est allé à une réunion à Maastricht pour dire, bon, voilà la proposition française. Mais elle ne repose pas sur une base scientifique. Voilà. Donc, ça veut dire que cette année, moi, je pense qu'il y a 64 milliards ou 60 milliards qui sont dégagés déjà. 64. Oui, 64, exactement. Nous avons de l'argent au FMI. Nous avons des DTS, des droits de tirage spéciaux au FMI, pour environ 300 millions donc, de DTS. Vous multipliez par 800, ça vous fait 240 millions. Cet argent, bon, ça va dans l'endettement, mais oui, on sera endetté, mais ce sera un endettement qu'on va utiliser de manière utile. Il faut qu'on les prenne, c'est 240 millions. Bon, certains disent 150, d'autres disent 200. Moi, quand je calcule par rapport à ce que j'ai sous les yeux, 300 millions de DTS fois 800, c'est 240 milliards. Si on les met sur les 64, on est déjà dans les 300 presque milliards. Je pense qu'il faut aller autour de 400 milliards. Le Maroc a déjà sorti 600 milliards qui sont déjà une première louchée. Une première louchée, c'est important de le dire. Oui. C'est une première louchée. La Banque centrale européenne a mis 750 milliards d'euros tout de suite. L'Allemagne a décidé de mettre 400 milliards d'euros tout de suite pour son économie, pour ses entreprises. Parce que l'économie, c'est l'entreprise. Moi, c'est le monde d'où je viens. L'entreprise, c'est le cheval qui tire la charrue. Et donc, 400 milliards donc, pour l'Allemagne. La France qui hésitait entre 60 et 70 milliards, dès qu'ils ont entendu que l'Allemagne a mis 400 milliards, ils ont dit aussi 400 milliards pour la France. Voilà, pour soutenir. Vous avez entendu les décisions qui ont été prises et annoncées par le ministre Bruno Le Maire. Il faut qu'on soit très, très ambitieux dans cette affaire-là parce que c'est en fait une crise qui frappe de plein fouet notre économie. Oui, vous l'avez dit, l'économie, c'est l'entreprise. Mais quand nous prenons le contexte du Sénégal, un pays où le secteur, notre économie repose sur le secteur informel, majoritairement. Oui. Donc, l'économie et l'entreprise ne collent pas à notre modèle économique. Oui, mais il faudra qu'on y aille. Oui, mais pour le moment, dans l'urgence, comment sauver déjà l'économie et peut-être aller vers une mutation, une transition? Dans l'urgence, je pense que c'est l'occasion aussi de pouvoir connaître un peu dans l'informel qui fait quoi. Le recensement, même si c'est un secteur non structuré, comme le définit... Il faut le recenser, il faut qu'on sache qui fait quoi. Il faut qu'on sache qui importe, d'où, à quelle valeur. C'est quoi effectivement donc sa capacité d'autofinancement, de financement à ces banques. Parce que dans tous les cas, pour les aider, il va falloir effectivement savoir. Les recenser, les identifier. Effectivement. Le ministre Hott a annoncé déjà ce comité entre secteur privé et État. C'est l'occasion parce qu'en fait,
Les entreprises, pour les aider, c'est facile. On connaît un peu les états financiers, pour ceux qui en ont. Oui. Ou du moins celles qui en ont, pas toutes. Ouais. Ensuite, on connaît un peu parfois la situation bancaire. On sait les lignes de découvert dont elles disposent ou ne disposent pas, l'étroitesse, les contraintes, parce que moi, c'est quand je suis sorti de l'entreprise et j'ai commencé à conseiller des entreprises sénégalaises que j'ai compris en fait la difficulté pour les entreprises d'accéder au crédit bancaire. Je n'imaginais pas la difficulté. Elles se débattent comme des C'est diables. pour décrocher une ligne de découvert, même quand vous avez un marché de l'État et que vous faites le nantissement du marché et que vous avez tous les éléments du marché et que vous donnez même des garanties parfois sur l'immobilier, sur le foncier, pour que la banque vous suive, c'est extrêmement difficile. Moi, j'ai vu ça, j'ai assisté à ça et j'étais ahuri. Donc, ça veut dire que, je pense que M. Roth en parle de manière sibylline, il va falloir que la Banque centrale lève certaines contraintes. Parce que les banques vous disent, nous ne pouvons pas le faire parce qu'il y a la commission bancaire qui nous interdit de le faire. Ça veut dire qu'il faudrait qu'on ait un secteur bancaire qui soit orienté vers le secteur privé pour le pousser. Parce qu'en fait, le problème que nous avons en Afrique et qui fait que notre modèle économique au Sénégal et dans beaucoup de pays africains est fragile, c'est que nous ne sommes pas industrialisés. Ce qu'on appelle la valeur ajoutée manufacturière, c'est la transformation donc, des matières premières en produits semi-finis ou finis. L'Afrique compte pour 1,6%. Et pourtant, l'Afrique ravitaille le monde en matière première. C'est un paradoxe, c'est l'échange inégal, cette malédiction. C'est cette dépendance aux matières premières, c'est notre malédiction. Vous savez, avec les pays d'Asie, dans les années 70, nous étions au même niveau de dépendance par rapport aux matières premières, autour de 70% de nos exportations qui étaient donc dépendantes des matières premières. Mais l'Asie a réussi à passer de 70 à 20% de dépendance aux matières premières, en transformant, en valorisant sur place. Nous ne sommes pas restés à 70%, nous sommes montés. Il y a des pays qui sont dépendants à 90% des matières premières. Ce n'est pas tenable. L'industrialisation, c'est ce qui nous permet de pouvoir résister au choc, parce qu'en fait, on va produire localement, pour le consommer localement. C'est ce qui va permettre de créer des emplois. C'est ce qui va permettre de créer des externalités, donc une grappe externe qui permet de prendre les produits du monde rural, les transporter, les amener à l'usine, les transformer, les valoriser. Et ce n'est pas compliqué. Vous allez sur le marché et vous allez trouver des jus de fruits, de nos fruits à nous, c'est fait où? À Dubaï. Jus de mangue, c'est fait où? Au Liban. Où il ne pousse pas un seul manguier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons effectivement laissé la matière première entre les mains de personnes qui les ont effectivement transformées, qui les ont valorisées et qui nous les ramènent. L'échange inégal, oui. On prend effectivement, au lieu de prendre 2 mangues, les éplucher et de les manger, ils prennent ces 2 mangues, les pressent, les mettent dans une canette, nous les retournent, on les vend à 100 francs, à 700 francs du mois. Mais je pense que c'est maintenant, avec le contexte actuel, la propagation de la pandémie Covid-19, nous avons l'obligation de revoir notre modèle économique. Notre modèle économique qui repose sur l'étranger, en fait, les importations de produits de l'étranger, ce n'est pas un modèle viable, on le sait. En fait, je pense qu'on l'a toujours su, c'est peut-être parce qu'il y a cette sorte de routine. Mais si vous regardez même avant, je ne sais pas, les gens les plus jeunes ne savent pas, mais dans les années 70, nous avions un dispositif d'appui au secteur privé, industriel, extrêmement fort. Nous avions une banque de développement, la BNDES, qui était là, pour donc l'entreprise privée locale. Nous avions l'Union sénégalaise de banques, nous avions la Sofisédit pour le tourisme et l'industrie, nous avions la Sonaga, la Sonabank, et nous avions un tissu industriel qui était là, dans le textile, avec la Sotiba, l'Icotaf, Simpafrique. Nous avions effectivement des sociétés qui étaient dans la conserverie de poissons. Nous avions un tissu industriel. C'est les plans d'ajustement structurel, en fait, qui nous ont un peu plombés parce qu'on a écouté des conseils de soi-disant grands experts qui nous ont dit non, ce n'est pas la peine de faire ça chez vous, c'est plus facile pour vous et plus économique d'importer. Et on a dit oui, on les a suivis. Je pense que ça, par contre, l'Asie a fait le chemin inverse. L'Asie a dit non, eux, ils veulent effectivement produire. Et comment ils l'ont fait? Chaque fois qu'un investisseur venait dans le pays, il disait non, vous allez en partenariat avec un local. Nous voulons apprendre ce que vous faites. Et c'est comme ça qu'ils ont réussi à faire un transfert de technologie. Et
Vous prenez un pays comme le Vietnam, que j'aime bien citer presque dans tous mes écrits. Mais voilà un pays qui, entre 1994 et maintenant, est passé d'un pays qui était détruit en 1975 à 47e puissance économique mondiale. Actuellement, ce pays est devenu le 2e producteur de smartphones derrière la Chine, Vietnam. Ça veut dire que c'est possible chez nous si nous prenons cette décision d'aller vers la production industrielle. Et il faut que le secteur privé national s'investisse dans la production industrielle. Il faut qu'il quitte du moins la facilité juste d'être sur les marchés de l'État, sur le bâtiment. Non, il faut aller vers la transformation des produits, des matières premières pour créer de la valeur, créer effectivement des produits finis. Parole de Mbaye Sylla Khouma, économiste, consultant spécialisé sur les questions économiques. Vous êtes en direct sur la 90.3 iRadio dans Business Mag, le rendez-vous du pétrole, du gaz et de toute l'actualité économique. La thématique du jour, Covid-19 versus économie sénégalaise. Alors, on va parler aussi de l'enveloppe et comment sauver notre tissu économique en ce moment du Covid-19. On a parlé aussi des PME, c'est important, on va continuer à s'y pencher parce que c'est un modèle qui domine notre tissu économique. Il y a des gorgorlous. Par exemple, aujourd'hui, dans beaucoup de marchés ferment à 17h. J'entends des experts dire que c'est pas plus mal. Les PME aussi réclament qu'on exonère certaines taxes et impôts. Est-ce que c'est faisable? Est-ce que c'est jouable? Oui, en fait. Et la vendeuse de cacahuètes qui est là dans le coin, qui vit de ça, aujourd'hui dans ce contexte actuel, comment l'aider? Oui, je pense que le ministre Amadou Hott ne minimise pas donc la complexité pour aller donc vers les solutions qui seront préconisées. Je pense déjà en fait qu'il faut que l'État, ils ont commencé, je pense que la réflexion sera entre l'État et le privé. Mais il faudra, je pense, aller plus loin. Oui, absolument. Dans la gestion de ce fonds, je pense qu'il faut que le privé et l'État décident en même temps de ce qu'il faut faire. Il ne faudrait pas juste se limiter à une réflexion sur des propositions entre le privé et l'État et qu'on dit, bon, le comité État-privé recommande ceci et que l'exécution soit laissée intégralement entre les mains donc, de l'État, des fonctionnaires. Je pense qu'il faut que les deux, non seulement aient cette plateforme de dialogue et d'échange, mais il faut que les deux aussi identifient les ayants droit et ceux qui en ont besoin pour savoir qu'est-ce qu'on fait de cet argent-là. Est-ce qu'on va faire un report des échéances fiscales? Ça, il y a des implications sur le budget de l'État. Est-ce que la Banque centrale va abaisser le taux directeur pour que les taux d'intérêt baissent? Est-ce que la Banque centrale va demander aux banques de pouvoir peut-être différer certains loyers qui étaient arrivés à maturation? Est-ce que la Banque centrale va autoriser à ce que les gens, peut-être les entreprises, les PME, PMI, les entreprises qui sont au niveau des banques, bénéficient de lignes de découvert beaucoup plus importantes? Et je pense qu'il y a une foultitude de propositions que vous pouvez, effectivement, que vous avez vu, beaucoup d'experts ont commencé à proposer ici et là. Ce qui est certain, c'est qu'il faut redonner de l'argent aux Sénégalais. Par quelle manière? Je ne sais pas, mais mon sentiment, c'est qu'il faut redistribuer de l'argent. Et justement, en parlant d'argent, en ce moment, on constate un élan de solidarité. On voit l'organisation de Téléthon, des dons et tout ça. C'est une bonne chose, c'est une excellente chose parce que quand on est en guerre, comme pour parapher un peu le président Macron, il faut un élan de solidarité, c'est une bonne chose. Mais est-ce qu'il y a derrière un mécanisme de contrôle aussi? Parce qu'en ce moment, beaucoup d'argent circule. Oui. Des gens de bonne volonté donnent de l'argent à l'autorité, mais quand même il faut un suivi derrière et donner l'argent aux ayants droit. C'est ce que je disais en fait. En fait, il faut il faut une organisation quand et même, une transparence sérieuse, absolue. Il faut une transparence absolue. Il faut qu'on sache chaque franc qui va rentrer dans ce fonds, qu'on sache d'où il vient. Et chaque franc qui devra en sortir aussi devra aller dans un endroit où on sait que au finish, il y a un impact réel sur l'économie. Et sur la vie des gens. Et sur la vie des gens. Et je surtout pense les que personnes démunies. Voilà, l'État a le devoir de dresser en même temps que le secteur privé un cahier des charges. Parce qu'en fait, quand l'argent est là, chacun va être éligible. C'est un peu ça le problème. Chacun va être éligible. Dès qu'on dit que l'argent est disponible,
Même ceux qui n'avaient pas d'entreprise vont rapidement peut-être en créer et dire oui, mais moi j'ai importé de Chine. Il faut un contrôle. Il faut un contrôle. Et il faut effectivement une traçabilité. Voilà, il faut qu'on puisse savoir cet argent, quand il est reçu par l'entreprise, qu'est-ce que celle-ci en fait. Si c'est pour consolider des emplois qui étaient menacés, oui, parce qu'en fait, la meilleure manière de redistribuer l'argent, c'est de créer des emplois. Créer des emplois, c'est donner des salaires. Donner des salaires, c'est permettre à la consommation de repartir. Donc la meilleure manière, c'est de nous assurer que les entreprises où l'emploi était menacé sont protégées tout de suite, pour que personne ne parte au chômage. Déjà, on ne crée pas beaucoup d'emplois, il ne faudrait pas en perdre. Donc pour moi, c'est essentiel qu'on aille prendre l'argent partout où il est. Donc au FMI, il faut qu'on aille le chercher. Il faut que la Banque centrale remette beaucoup plus d'argent dans le circuit. Mais il faut que cet argent-là serve à consolider les emplois actuels ou à en créer de nouveaux. Ça, c'est un. Donc, que les PME qui étaient en train de souffrir dans la menuiserie, dans la bijouterie, dans le cuir, qu'on les identifie et qu'on sache effectivement à quel niveau de soutien, si c'est au niveau des charges sociales, qu'on les soutienne, si c'est au niveau des charges fiscales, qu'on les soutienne, mais qu'on s'assure que ces PME, ces PMI, ces entreprises ne laissent personne sur le carreau au niveau des emplois. Donc, la meilleure manière, pas de chômage. Consolider les acquis déjà. Les acquis déjà, on consolide. Ensuite, identifier maintenant rapidement les secteurs, comme le secteur agricole, les projets sur lesquels on peut à très court terme rapidement créer, en fait, lancer une dynamique, je dis d'autosuffisant entre guillemets, en tout cas de créer déjà une dynamique vers la non-dépendance alimentaire, la souveraineté alimentaire. Il faut que très rapidement qu'on puisse identifier ceux qui déjà dans ce secteur y étaient, identifier leurs contraintes, lever ces contraintes et les booster. Donc le secteur agricole doit bénéficier effectivement de ces retombées parce que c'est le secteur dans lequel nous avons effectivement énormément de potentiel et malheureusement où nous avons absolument sous-exploité, là où il y a un potentiel largement sous-exploité. Vous savez, quand j'ai entendu la direction du commerce annoncer les stocks de denrées. Oui. J'ai entendu, je pense qu'on a annoncé 3 mois de stock. Plus de 3, oui, j'y étais. Plus de 3. Plus de 3. Oui. Voilà. Ça, c'est dans le commerce. J'ai immédiatement pensé au stock, aux réserves stratégiques. J'ai dit, mais est-ce que le Sénégal, dans une denrée aussi stratégique que le riz, qui, lorsqu'elle manque, peut amener dans la rue les Moustapha Diakhaté ou les Abdou Khadre Lo, une denrée comme ça doit effectivement faire l'objet de stocks stratégiques. Vous savez, aux États-Unis, ils ont 645 millions de barils de pétrole de réserves stratégiques. C'est des réserves qu'on ne touche pas. C'est enfoui dans le sol dans 98 sites. Là, on parle de la première puissance mondiale. Parce que les réserves stratégiques, c'est important. Vous savez, dans la culture Diola, on ne mange pas le riz produit en année N. On mange le riz produit en année N-2. Ça veut dire que s'il y a 2 hivernages qui ne sont pas bons, on a encore 2 années de riz dans les greniers. Oui. Un pays doit fonctionner comme ça aussi. Il y a des réserves stratégiques qu'il faut créer. Et ça permet de pouvoir effectivement avoir des coussins et de pouvoir contenir des chocs exogènes. Parce que des chocs, comme je l'ai dit, je pense que cette situation de coronavirus est un deuxième réveil, appel, en fait, wake-up call. On a déjà eu la grippe aviaire. L'avantage, entre guillemets, c'est que cette grippe aviaire ne touchait pas l'homme, c'était donc la volaille. Oui. Et elle nous avait permis de pouvoir tout de suite protéger la filière volaille au Sénégal. Et on a pu effectivement développer autour de notre champion national, la Sedima, une filière volaille qui fonctionnait très très bien, qui malheureusement, avec les APE, risque de voler en éclats, qu'on a les grands groupes qui vont arriver, marocains, brésiliens, qui ne feront que d'une bouchée effectivement ce qui existe. Ça aussi, c'est le danger de la mondialisation, parce que je pense que dans la mondialisation, nous sommes en train de nous faire manger la laine sur le dos en Afrique, parce que nous acceptons un peu trop facilement de signer, parfois même quand ça va à l'encontre de nos intérêts. Voilà. Et donc, cette filière qui était protégée depuis donc, la grippe aviaire risque de souffrir. Ensuite, comme je disais, on a eu la crise financière de subprime, où les gens ne se souviennent pas, les pays exportateurs de riz ont dit on ne vend plus notre riz.
On les garde parce qu'on ne sait pas, il faut créer des réserves stratégiques. Et cette année-là, nous avions notre argent pour acheter, mais il n'y avait pas de fournisseur de riz. En 2008. Voilà. Donc ça veut dire quoi? Malgré ce réveil qui avait sonné en 2008 et qui a été certainement entendu par le président Macky Sall qui a dit quand il est arrivé autosuffisant en riz, on n'est pas autosuffisant, je vais vous donner les chiffres. Oui. Cette année, on a importé encore 1 500 000 tonnes de riz. Ça, c'est pas tenable. Il faut qu'on commence à produire ce que nous mangeons. Ça, c'est un. 2, qu'on commence à transformer, qu'on ait un tissu industriel. Il faut que nous puissions participer dans la valeur ajoutée manufacturière. Parce que là où l'Afrique est à 1,6, l'Asie a 45% de contribution dans la VAM. Le gap est énorme. Énorme. Et cette Asie-là, comme je disais, dans les années 70, mais était au même niveau que nous, au niveau donc industriel. Ce qu'ils ont fait, ils l'ont fait dans les 40 ans, effectivement, qui sont passés. Ça veut dire que si nous nous réveillons, si nous utilisons un peu avec intelligence donc les chaînes de valeur actuelles, il y a des moyens de faire des shunts et de pouvoir effectivement nous glisser rapidement avec l'économie numérique dans ces chaînes de valeur et commencer à contribuer donc à la valeur ajoutée manufacturière mondiale. C'est possible. Moi, mon inquiétude va surtout vers, comme je voulais, parce que le concept d'écu, c'est pas fortuit, c'est notre subconscient, c'est notre modèle économique, c'est un facteur socio-économique et culturel fort. On vit au jour le jour. On vit au jour le jour. Donc, beaucoup de Sénégalais cherchent la dépense quotidiennement, comme son nom l'indique. Oui. Donc, face à cette situation-là où l'économie est au ralenti, comment accompagner ces personnes-là, ces familles-là? Comment? Parce que la vendeuse de cacahuètes, la vendeuse de poissons, les commerçants qui sont au marché souffrent en ce moment. Absolument. Comment les accompagner? Ce sont des Sénégalais, ce sont de braves gens, ils ont besoin d'aide. Et là, leurs activités sont au ralenti. Oui, en fait, vous posez une question essentielle. Hein. Moi, je pense que j'ai vu la dernière fois une contribution de l'excellent économiste Abdourahmane Sarr qui proposait à ce qu'on puisse envoyer 25 000 francs CFA à 3 millions de familles. On est dans les 75 milliards. Mais tu les fais comment? Sur quelle base les choisir? Sur quels critères qu'on va dire effectivement Oumou Kalsoum est éligible, Mbaye Khouma n'est pas éligible. Mais il faut redonner de l'argent aux Sénégalais. Pour moi, la meilleure solution, c'est de créer les conditions d'emploi intensif. Moi, je vois la possibilité peut-être pour les jeunes de lancer un vaste programme de pavage des rues. On en a besoin. Ça de paver les rues, donc sablonneuses, oui. Dans l'urgence comme ça? Oui, ça crée des emplois. C'est-à-dire, vous allez au moment où on parle d'avoir des fonds aussi pour faire face au Covid-19. Oui, donc, en fait, on a les fonds. Moi, je dis, cette année-ci, on ne pourra pas... Le Sénégal a un alibi pour non seulement dépasser donc, le ratio de 3% de déficit. Le déficit, il faut oublier ça, on ne peut pas faire 3%. Ce ne sera pas possible. On s'endettera un peu plus. Parce que c'est obligé. Justifié, un endettement justifié au moins. Justifié, parce que les recettes, elles viennent d'où? Elles viennent de l'économie réelle. L'économie réelle, c'est comme je disais ce matin, donc c'est le comportement économique des humains qui achètent les produits et qui donnent l'argent à l'entreprise. Dans cet argent, il y a la TVA qui est collectée. Ensuite, l'entreprise fait des résultats, paye donc son impôt sur le bénéfice. Mais si cette entreprise ne fait plus de bénéfices, il n'y a pas d'impôt. L'État perd de l'argent. Si les consommateurs n'ont plus les moyens d'acheter, il n'y a pas de TVA collectée. L'État perd de l'argent. Parce que l'État... les recettes, ça vient de là. Ça vient de la fiscalité. Si les importateurs qui importent de Chine n'importent plus, je ne sais pas ce que c'est que les chiffres. Bon, peut-être que vous êtes plus informés que moi, mais les chiffres au niveau de la douane doivent être certainement au plus bas. Parce qu'en fait, c'est de là que vient l'argent. Ce qui importe n'importe plus. Moi, beaucoup de commerçants qui allaient en Chine, quand je leur dis alors la Chine, non, la Chine, j'ai laissé ça aux Chinois. Oui. Ils n'y vont plus. Oui. Ça veut dire qu'ils n'importent plus. Les conteneurs sont bloqués en Chine. S'ils sont bloqués en Chine, ça veut dire qu'ils n'arrivent pas sur le port de Dakar. S'ils n'arrivent pas, ils ne sortent pas, donc pas de douane payée. Et on est dans une sorte de cercle vicieux qu'il faut casser rapidement pour créer un cercle vertueux. Et maintenant, ce cercle vertueux, je pense qu'il y a certainement beaucoup de réflexions qui vont arriver donc entre le privé et l'État. La difficulté, comme vous dites, c'est de pouvoir définir les critères
que l'État puisse élaborer un cahier des charges qui dit ceux qui vont en bénéficier, voilà ce que j'attends d'eux. Et c'est ceux qui vont en bénéficier qu'on puisse identifier les ayants droit et nous assurer que le décaissement, quand il va se faire, se fera d'un commun accord entre le privé et l'État. Il ne faudrait pas aussi que les gens soient éligibles et que par une bureaucratie incroyable, que ça puisse traîner en longueur parce que, bon, il manque une signature. Vous savez, dans l'administration... Pragmatique. Yeah. On a un État, moi j'ai été fonctionnaire, je sais, chacun veut signer. Vous allez dans un truc où vous tournez... Mais le contexte le contexte, là, je pense, c'est l'occasion de faire du fast-track. Exactement. Il faut faire du fast-track utile. Je crois que là, maintenant, on va utiliser le mot du président à volonté. Il faut faire du fast-track. Il faut très rapidement, rajouter beaucoup d'argent à ces 64 milliards. Ça ne suffit pas. Pour moi, ça ne suffit pas. 2, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Moi, je pense que l'État devrait pouvoir saisir cette année l'occasion et l'alibi du coronavirus pour, si on n'appure pas la dette intérieure, comment est-ce qu'on paye les 50 ou les 70% de la dette intérieure? Apurer la dette, oui. Si on peut l'apurer, c'est mieux. C'est beaucoup parce que c'est au moins 10% du stock. Le stock, on est autour de 8076 milliards. 10%, on n'est pas loin de 900 milliards. Je crois que la dette intérieure, c'est à ce niveau-là. Oui, mais si on doit l'apurer, oui, après on est endetté. Oui, mais si ça permet de relancer l'économie, de relancer ces petites entreprises. Moi, la dernière fois, j'ai reçu un WhatsApp ou un Messenger d'une jeune dame qui a sa petite PME dans la communication, qui me dit l'État me doit 80 millions depuis 3 ans. Mais quand vous devez 80 millions à une PME, vous l'avez tué. Même une grande entreprise, 80 millions, c'est beaucoup d'argent. Une PME, 80 millions, c'est fini si vous ne le payez pas. Et il faut qu'on puisse identifier l'ensemble de ces encours et qu'on saisisse cette occasion pour dire la dette intérieure, ça va être la priorité. Et moi, j'ai été surpris d'entendre... Ça va relancer naturellement l'économie. Tout de suite. Si on paie la dette intérieure, je peux vous garantir que l'État aura un ballon d'oxygène, les entreprises vont respirer, les PME qui étaient effectivement des PME dans la chaîne de valeur, prestataires de services, vont être payés, l'économie va repartir. Si on met cet argent dans l'économie, ça va repartir. Moi, je pense que nous sommes un peu trop, entre guillemets, disciplinés. Nous ne voulons pas être sanctionnés par le monde extérieur. Donc, la dette extérieure est une priorité. Ça nous coûte 73 milliards par mois. Oui. 880 milliards, nous devons payer pour la dette extérieure. Et quand j'entends donc le ministre Hott dire qu'on nous propose des moratoires, mais nous, on n'est pas intéressés, moi, je suis étonné. C'est l'occasion de dire, je devais vous payer, je ne peux pas vous payer. Parce que tout le monde comprend ça. Oui. Même toutes les institutions, donc qu'elles soient de Bretton Woods ou les autres prêteurs comme les grandes banques, savent que cette année-ci, si quelqu'un ne vous paye pas, c'est parce que c'est coronavirus. Donc on doit en profiter pour dire, la priorité, c'est la dette intérieure. On paye nos entreprises d'abord. Bon, vous, je devais vous payer, mais je vais faire effectivement un rééchelonnement. Pendant 4 mois, je ne vous paye pas. Mais ces 4 mois fois 73 milliards. C'est beaucoup d'argent. Et cet argent, on peut l'utiliser pour apurer une partie ou totalement la dette intérieure. Si on le fait, l'économie repart. Moi, je dis tout le temps, le président doit tout faire pour payer la dette intérieure. Le pays va repartir. Nous avons identifié les problèmes. On va bientôt rendre l'antenne. On va dégager maintenant des pistes de solutions. Oui. Déjà pour l'immédiat, l'urgence, sauver l'économie nationale et peut-être faire des perspectives et en profiter pour changer une bonne fois pour tout notre modèle économique. Oui, comme je disais en fait, je pense que très rapidement, il faut que l'organe de co-gestion de ces fonds soit entre public et privé. Deuxièmement, qu'on identifie rapidement les secteurs qui ont été les plus touchés et qu'on définisse un cahier des charges pour dire l'État, sa vocation, c'est de créer les conditions pour que les entreprises créent de l'emploi. Donc, les emplois qui étaient menacés devront être privilégiés pour être protégés. Donc, dans l'industrie hôtelière, on a déjà une idée de ce qui est donc comme emploi menacé.
Dans le transport aérien, on a une idée de ce qui était menacé, dans la restauration. Donc, il y a des entreprises sur lesquelles je pense que le patronat est en train de faire son listing et ses besoins. Bon, le patronat s'asseyera avec donc, l'État sur la même table et on verra ce qu'il faut faire. Est-ce que maintenant on va aller vers des crédits d'impôt? On peut aller vers donc, le transfert ou donc, le retard sur les échéances fiscales. C'est des solutions, c'est des pistes. La BCEAO, qu'est-ce qu'elle va faire pour injecter de l'argent? Qu'est-ce qu'elle va créer comme ligne au niveau des banques qui existent pour que l'argent soit disponible? Ça, c'est quelque chose effectivement qu'il faut voir. Mais les pistes de solutions sont déjà nombreuses, élaborées et donc énumérées. Il reste juste à ce que, sur le plan du traitement des dossiers, qu'on fasse fast track. Donc moi aussi je vais en mode fast track parce qu'on est pas loin de midi. À présent, un tour d'horizon de l'actualité économique de la semaine. D'ici et d'ailleurs, une affaire de Awa Diop. Bienvenue dans ce tour d'horizon de l'actualité économique d'ici et d'ailleurs. Hydrocarbures, Sao Tomé et Principe et la Guinée équatoriale viennent de convenir de la création d'une zone maritime spéciale d'exploration conjointe. C'est pour explorer et développer les réserves transfrontalières de pétrole et de gaz. Cet accord intervient après la signature l'année dernière de plusieurs accords de coopération lors de la visite officielle du président Evaristo Carvalho en Guinée équatoriale. Les deux parties avaient alors abordé la question de cette zone d'exploration conjointe. Sao Tomé, rappelons-le, est l'une des nouvelles frontières les plus prometteuses de l'industrie pétrolière africaine. Le pays a déjà réussi à attirer plusieurs acteurs internationaux dans ses blocs, dont Galp Energia, opérateur du bloc 6, et Cosmos Energy, opérateur du bloc 11. Shell y contrôle 2 blocs avec une participation de 20% et 30% respectivement. Le portugais Galp envisage de forer un puits avant la fin de cette année sur le bloc 6. Des études sismiques ont déjà été menées sur place. Sao Tomé et Principe possède une zone de développement commune avec le Nigeria. En mars 2019, Total y a acquis 3 blocs d'exploration en mer, 7, 8 et 11. Au Nigeria, le gouvernement se penche actuellement sur un scénario catastrophe de $30 par baril de pétrole comme prix de référence et une production de 2,1 millions de barils par jour. Ces données entrent dans le cadre du projet gouvernemental qui consiste à réajuster le budget des finances 2020 en raison de la faiblesse actuelle des cours. L'information a été donnée par le ministre des Finances, Zainab Ahmed. Elle a déclaré la semaine dernière que le budget 2020 de la plus grande économie africaine devait être réduit parce qu'il prévoyait un prix du pétrole de $57 le baril. Le prix du baril était alors de $53. Selon l'Agence internationale de l'énergie, cette année, les pays en développement devraient perdre jusqu'à 85% de leurs recettes pétrolières. Le Nigeria risque d'entrer en récession si la situation persiste. Le coronavirus accentue les faiblesses sociales et macroéconomiques déjà existantes en Afrique. C'est ce qui ressort du rapport de l'agence américaine de notation S&P Global, publié le 18 mars 2020, qui souligne que les incertitudes quant au temps qu'il faudra pour écarter la menace de la pandémie actuelle du coronavirus accentue les faiblesses de plusieurs pays africains déjà fragiles sur le plan social et macroéconomique. 3 principaux canaux d'impact des conséquences économiques négatives liées au coronavirus ont été identifiés dans ce rapport. En impactant sur la croissance mondiale, la pandémie affecte les prix des matières premières. Dans le secteur du cuivre, par exemple, le repris de la croissance en Chine s'est traduit par une baisse des prix. Une situation qui sera surveillée de près par la République démocratique du Congo et la Zambie, principaux producteurs de ce minerai sur le continent. Pour rappel, plus de 25 pays africains ont déjà signalé la découverte des cas de coronavirus à l'intérieur de leurs frontières. Pour la plupart, ces cas ont été importés avant de très faiblement se transmettre à l'intérieur. La plus grande inquiétude des analystes repose sur le fait qu'une éruption de la maladie, comme en Europe, ferait des ravages en raison d'un système de santé publique fragile dans beaucoup de pays de la région. Et toujours dans le contexte de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19, les entreprises africaines de la banane se sont mobilisées et mettent rigoureusement en œuvre l'ensemble des consignes sanitaires délivrées par les gouvernements des pays producteurs. Pour le secteur, la priorité est double: assurer un approvisionnement continu de bananes de qualité vers les centres de distribution et garantir la sécurité sanitaire des travailleurs. Ainsi, en dépit de mesures de contrôle renforcées, aucun cas de la maladie n'a été recensé dans les bananeries et les différents sites portuaires africains. Les équipes techniques de la filière veillent au respect scrupuleux des consignes d'hygiène par leurs salariés et ont mis à disposition des gels hydroalcooliques en quantité nécessaire dans les stations de conditionnement
également, les mesures d'hygiène sont particulièrement strictes avec notamment la mise à disposition de points d'eau et de gel désinfectant pour la main. Pour la mise en place de la recommandation numéro 1 des autorités sanitaires, le lavage répété des mains. Une attention particulière est également portée aux transporteurs, pilotes et mécaniciens qui sont essentiels au bon déroulement des opérations. La filière s'organise pour limiter au maximum le risque d'impact sur ces chaînes logistiques, prévenir les surcoûts ou le rallongement des délais de livraison. Alors que 90% de la production de bananes africaines est à la destination du marché européen, la Direction générale de l'agriculture et du développement rural de la Commission européenne a annoncé que la libre circulation des biens et marchandises serait maintenue durant l'épidémie. À date, l'autorité européenne de sécurité des aliments considère qu'il n'y a aucune preuve que les aliments constituent une voie ou une source de transmission de la maladie à Covid-19. Awa Diop Sène, merci beaucoup Mbaye. En mode fast track, un petit commentaire avant de passer à la dernière étape de l'émission. Je pense que le résumé est très clair. Tout ce qu'on a dit vient d'être résumé en quelques minutes par Awa, brillamment d'ailleurs. Les chaînes logistiques frappées de plein fouet. Et le commerce, l'économie réelle, c'est le mouvement. Oui. Le mouvement des personnes et des biens. Mais ce mouvement s'est arrêté brusquement. Et on le paye immédiatement. On le paye au niveau de la croissance qui va certainement perdre peut-être 2 points au niveau du Sénégal. C'est énorme. Et on le paye par rapport effectivement à cette activité économique qui est en baisse. Les gens sont chez eux. Les marchés sont relativement vides. Moi, en venant ici, je pensais être dans le bouchon. Généralement, vous avez un bouchon entre le pont de Anne et Colobane. Ce matin, j'ai roulé normalement pour venir. Ça veut dire en fait qu'on sent le ralentissement de l'économie et c'est physique, c'est visible. Ce n'est pas quelque chose de négligeable. Il faut tout de suite que les gens se mettent en situation de... La maladie va être traitée, elle va être gagnée. C'est sûr qu'on gagnera la bataille contre le coronavirus. Nul doute. Ensuite, maintenant, il y a la bataille économique qui, elle, probablement va demander beaucoup de moyens, beaucoup d'imagination et beaucoup de sérieux pour qu'on s'en sorte. Beaucoup de sérieux. Il faut de la rigueur, de la transparence et surtout de la cogestion État-privé. Quand vous allez voir un médecin, il vous pose des questions avant de vous faire le diagnostic. Vous participez à l'élaboration du diagnostic. Et ce même système devrait prévaloir entre l'État et le privé. Dialogue, échange et définition ensemble des solutions. Des solutions. La suite de l'émission après ceci. Le quiz. Le quiz. Ah, j'avais oublié. Je vais encore avoir moins de la moyenne. Bon, je suis là. On y va. En mode fast track, quel acteur de cinéma américain est testé positif du coronavirus, idem pour sa femme? Mince, j'avais... 2 secondes. 3 secondes. J'ai le nom. Tom Hanks. Tom Hanks. Oh. Vous avez perdu. Oui. Football. Oui. Le club de football Juventus compte combien de cas de joueurs contaminés du coronavirus? Pour l'instant, j'en connais un, Matuidi. Il reste un. Donc vous avez un 0,5. Il y a un autre? Oui, Matuidi. Daniel Rougani. Oui. Vous avez un 0,5. 3. Tallinn est la capitale de l'Estonie, vrai ou faux? L'Estonie? Oui. Non, c'est faux. C'est vrai. Vous avez perdu. Oui. Religieuse indienne d'origine yougoslave, je suis née le 26 août 1910, je suis morte le 5 septembre 1997 en Inde. Qui suis-je? Mère Teresa? Good. Devinette, plus il est chaud, plus il est frais. Awa Diop Sène me menace. Le pain. En ce moment, on vend plus de pain à la boutique. Covid-19 oblige. Il y a Awa Diop Sène qui me tire les oreilles à la réalisation. Justement, Awa Diop Sène, le duo technique Fatima Takan, Ndiaye Biran Cissé. Rendez-vous samedi prochain en direct sur iRadio. C'était un réel plaisir de vous recevoir.